Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne d'actu. Aujourd'hui c'est l'épisode 10 de l'interview de Prominéo Média et on boucle la boucle parce que le premier épisode c'était avec Willy Rovelli, aussi humoriste. Aujourd'hui on accueille Olivier de Benoît, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi. Olivier, vous êtes comédien et humoriste, vous êtes actuellement en tournée pour votre spectacle intitulé Le droit au bonheur. Est-ce qu'on peut faire un clap ensemble? Bien, écoute ça. Ok, 3, 2, 1. 1. Parfait, alors je vous ai préparé un petit jeu de cartes. C'est des cartes, il y a écrit à 15 ans suivi d'une phrase. Vous allez voir, c'est très simple. Vous pouvez piocher la première carte, je vous en prie. Alors, Oups, excusez-moi. Alors, à 15 ans, je passais mon temps à. Donc, à 15 ans, je passais mon temps à quoi? 15 ans, j'étais donc en seconde. Je passais mon temps. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de tennis. J'habitais à la campagne, donc c'est vrai que je. Vous faisiez rire vos potes? J'ai toujours été drôle. Je fais partie d'une famille nombreuse, on est 7 garçons, et c'est vrai que j'étais celui qui, je pense que c'était celui qui était marrant. Et donc voilà. Mais je peux pas dire que j'ai jamais été un grand passionné j'ai toujours envié les gens qui sont passionnés par des gens qui peuvent passer des heures et des heures à. Alors chercher une passion, parce qu'il n'y a rien de pire que de chercher une passion. On dit tiens, j'ai fait des timbres, après j'ai commencé à m'intéresser aux lignes de la main. Plein de choses différentes quoi. Ouais, j'essaie de trouver des passions pour me dire voilà, je veux devenir passionné, être capable de tracer la France pour un timbre. Ça me paraissait quelque chose de magique et voilà. Voilà. Donc donc je faisais beaucoup de choses. J'habitais à la campagne d'un village de 40 habitants, donc je faisais beaucoup de sport et puis voilà, voilà ma vie. Dans votre biographie, pardon, il y a une phrase qui m'a interpellé. Vous avez écrit: ce garçon de bonne famille a reçu une éducation stricte et religieuse, ce qui déteint certainement sur son côté gendre impeccable. Comment vos expériences familiales influencent vos spectacles? Non, mais donc déjà dans strict et religieuse, je pense que ma mère dira que strict étant trop, et c'est vrai que strict, je veux dire par là, c'est une éducation classique, mais c'est la meilleure éducation du monde en tout cas. C'est-à-dire respect, honneur et voilà, et sens de l'autre. Donc c'est des bonnes éducations et qui vous mènent partout. Et le sens du travail aussi. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est le plus beau cadeau avec le temps, le plus beau cadeau qu'on puisse donner à un enfant. C'est pas un héritage, c'est pas de l'argent, c'est quand même une bonne éducation. Ouais, je pense c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Super, vous pouvez piocher la prochaine carte. Vas-y, tu sais quoi? C'est à 15 ans, j'écoutais. À 15 ans, j'écoutais. En fait, je n'ai jamais. Alors, je jouais du piano, mais j'ai jamais été très, très attiré par la chanson. J'ai jamais eu des groupes. Déjà, non, à l'époque, j'étais un précurseur de Shazam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de groupe préféré, en fait. J'entends une musique, quelle qu'elle soit, quand c'est une chanson, quand elle me plaît, je Shazam et je la mets sur ma playlist. Et en fait, je m'aperçois que je faisais déjà ça à l'époque. Donc, quand j'entendais une chanson que j'aimais bien, j'allais acheter l'album, parce qu'à l'époque c'était des CD, donc on a obligé de se taper les 14 chansons pour celles qu'on aimait bien. Donc je n'avais pas du tout je suis pas fan d'un artiste, mais d'une musique en particulier. Donc j'avais des goûts très très éclectiques, ça pouvait aller des John Lennon à Midnight Oil en passant par Dorothée. Wow, c'est très divers quoi. Et là, dans quelques minutes, vous allez jouer votre spectacle. Est-ce que vous avez des routines avant de monter sur scène? Oui, j'ai des routines parce qu'en fait, c'est vrai que faire rire, c'est quelque chose de totalement irrationnel. C'est pas quelque chose de rationnel, mais il y a pas c'est pas scientifique. Vous pouvez faire une vanne et 10 fois de suite, et à la deuxième fois, ça fera pas rire. Il y a toujours quelque chose d'indicible. Alors, on protège les humoristes avec souvent des sortes de choses de porte-bonheur. Donc, de rituels. On s'habille souvent de la même façon, c'est le cas. Moi, là, je me signe le front avec de la pierre parce que j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie, des choses comme ça. Mais bon, j'en ai pas beaucoup. Il y en a qui ont des rituels extraordinaires. J'avais un copain un jour qui allumait des bougies partout, un certain nombre de bougies avec des positionnements particuliers, etc. Ouais. Donc il y en a qui poussent vachement loin le truc. Donc moi voilà, mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'on veut qu'il se passe aux mêmes causes et aux mêmes conséquences. Je comprends. Et bah super, vous pouvez piocher la prochaine carte. Vous voulez que je la lise? Oui, bah, c'est bien. Alors, à 15 ans, je voulais devenir. À 15 ans, je voulais devenir. J'avais pas d'idée préconçue, mais en tout cas, jamais je n'aurais imaginé à 15 ans avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment, il y a des gens
il y a des jeunes aujourd'hui qui disent à 12 ans je veux devenir humoriste ou Ouais. je veux devenir Journaliste. ou journaliste comme toi, mais c'est vrai que moi j'avais aucune, en tout cas j'aurais jamais imaginé un instant avoir la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, je m'apprêtais à avoir un parcours classique. J'avais des grandes ambitions pour moi et au début je voulais faire la meilleure école d'ingénieur possible. Je me rends compte que j'étais nul en physique, donc après je voulais faire la meilleure école de commerce possible. Je me rends compte que j'étais pas bon en maths non plus, donc finalement j'ai fait du droit et puis voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas à 15 ans j'avais pas des rêves extraordinaires. Et comment on sait quand une vanne va fonctionner sur scène? Ah bah la première fois il faut qu'elle me fasse rire. Et après, il y a l'expérience, on voit à peu près ce qui fait rire, et puis Ouais. après, c'est que le test. C'est la chance qu'on a par rapport à d'autres métiers, c'est que par exemple, si on travaille beaucoup en one-man show, il n'y a aucune chance quand vous êtes sur scène, à un moment donné, quand vous avez tout testé, que ça marche pas. Ouais. Ça se passe mal ou pas? Alors que quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre et que ça part directement à Paris, etc., si ça marche pas, c'est compliqué de l'améliorer au fur et à mesure que vous la jouez, c'est plus compliqué. Là, moi, je joue dans des cafés-théâtres pendant un an, donc j'ai 100 fois le temps d'enlever une vanne qui marche pas. Mais après, aujourd'hui, il y a toujours un tiers des jeunes qui pensent qu'on peut pas rire de tout. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Et quand est-ce qu'on trouve la limite un peu Ben, en fait, dans l'humour? un tiers des jeunes qui disent qu'on peut pas rire de tout, je sais pas d'où tu tires ce chiffre. C'est IFOP, en janvier 2025. Ouais, alors je sais pas, je suis surpris parce que je suis surpris par l'info. Mais après, ça dépend. En fait, les jeunes, ils ont savoir s'ils disent qu'on peut pas rire de tout ou alors qu'ils n'ont pas envie de rire de tout. C'est un peu différent, c'est assez subtil, mais que des gens n'aient pas envie de rire de tout, je l'entends. Il y a des gens, par exemple, il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas envie de se marrer, et il y a pas Ouais, de je souci. comprends. Et puis ça Et par dépend contre, on ne aussi peut pas rire des de choses. tout, du coup, comme moi, il y a des trucs, j'ai pas envie qu'on en rigole et on n'a pas le droit d'en rire, là, ça devient grave parce que déjà, c'est l'enfer. Et puis en plus, qui décide ce qu'on a le droit de dire ou pas? Et à partir du moment où si vous avez par exemple une autorité qui est chargée de dire ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, effectivement, c'est la fin de l'humanité. Votre spectacle qui s'appelle Le droit au bonheur. Mhm. Pourquoi ce titre? En fait, c'était la suite logique. J'avais beaucoup parlé de ma femme, mes enfants, etc. Puis à un moment donné, tiens, comme j'avais avec la mauvaise foi qui me caractérise, je me suis dit, tiens, c'est quoi la suite, sachant que je suis évidemment malheureux. Et puis je me suis dit, mais tiens, mais effectivement, est-ce qu'à un moment donné, je serais heureux? Puisque si je suis malheureux, à quel moment je vais être heureux? À quel moment je vais avoir le droit au bonheur? Et c'est comme ça que j'ai trouvé le titre. Et que je le trouve parfait pour ce que j'avais envie de dire. Et voilà, c'est un titre qui est en plus dans une période comme la nôtre, qui voilà, c'est un peu une bouffée d'oxygène. Je comprends. Dernière carte, Allez-y. je la lis. À 15 ans, j'avais peur. J'avais pas 15 ans, j'avais peur de quoi? 15 ans, en seconde. J'étais très timide. J'étais très timide. J'avais peur des dates. J'étais, comme je suis parti d'une famille nombreuse avec que des garçons, etc. Ouais. Je traînais qu'avec des garçons parce que j'étais en école non mixte, etc. C'est vrai que j'avais un rapport à la drague, j'étais effrayé par la drague, voilà. Donc ça, c'était ce qui m'effrayait le plus. Donc, d'ailleurs, c'est certainement une raison pour laquelle j'ai commencé à faire des spectacles sur le rapport homme-femme, etc., en rire, parce que je pense que c'était parce que j'ai eu une enfance particulière à ce sujet. Depuis, du coup, vous avez fait plusieurs spectacles, vous avez fait aussi des téléfilms, même des films dans Mon Garçon en 2017. Oui. Est-ce qu'on a un certain trac avant de monter sur scène ou avant de jouer devant les caméras? Alors, c'est pas le même, c'est pas le même track. C'est vrai que sur scène, on a toujours le track parce que c'est une adrénaline qui monte. C'est un peu comme, je pense que c'est les mêmes que celui qui va faire un match de tennis dans un stade. Il y a quand même à côté, on a envie de. Le one man show, c'est un peu un match de tennis, on veut gagner. Donc on y va, donc il y a ce challenge-là. Après, c'est vrai que c'est pas le même track. C'est vrai que dans un film, quand c'est votre tour et que vous avez toute une équipe technique derrière, le réalisateur, le truc, et que vous êtes, voilà, il faut que vous ayez, que vous donniez ce que le réalisateur a envie d'avoir, et qu'il y a un certain nombre de mouvements et de scotch en scotch, machin, ça peut devenir assez stressant, ouais, en fonction des gens qui vous regardent. Mais globalement, dans ce métier-là, si le stress est plus important que le plaisir, il faut arrêter.
C'est ça le paramètre. Et vous n'êtes pas prêt d'arrêter? Votre dernière date, j'ai vu sur votre site, c'est en janvier 2027, si je me trompe pas. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que. C'est énorme. En fait, c'est vrai que moi, quand je fais un one-man show, je mets 1 an à l'écrire et je tourne pendant 2 années. Waouh. Et en fait, je fais 200 dates de tournée, sans compter Paris, etc. Parce qu'en fait, parce que je me considère comme un artisan L'humour? Ouais, c'est-à-dire qu'on pose pas la question de boulanger, mais faites du pain. Faites du pain tous les matins, il n'y a pas un moment donné, vous avez marre de faire du pain. Bah non, mais c'est mon métier, je suis ravi de nourrir les gens. Ben moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je fais 200 dates et je suis très heureux à chaque fois que je fais rire, c'est à chaque fois un même plaisir. Donc voilà. Pour finir cette interview, est-ce que vous pourriez me dire un peu les prochains projets là après Les prochains projets, il y a, j'ai coécrit un film dont j'espère un jour le voir en salle, en tout cas le sortir, déjà le tourner, et puis d'autres aussi. Et puis voilà pour les projets. Puis je pense que dans quelques mois, je vais devoir avec plaisir, mais je vais m'atteler à un nouveau spectacle parce que ça reste mon métier principal. Olivier, merci beaucoup d'avoir été sur cette interview, sur ce podcast. Merci au Palais des Congrès du Futuroscope de nous accueillir. Prominéo Média, c'est sur TikTok, Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, partager, commenter et regarder les autres interviews. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prominéo Média. D'accord. Bon, bonjour, c'est Olivier de Benoît. Abonnez-vous à Prominéo Média.